sur le cloud. En tout cas, voilà, c'est lancé en théorie. Bon, parfait. Voilà, donc je disais bonjour à tous. Et j'en profite, Dan, puisque tu es là. Est-ce que la plupart d'entre eux ont suivi les cours que nous avions faits les fois précédentes? La plupart, oui, mais Pas tous. certains, non. Ouais, pas tous. La plupart. Ok, d'accord, très bien. Bon, alors voilà, Dan a fait une présentation rapide. En ce qui me concerne, donc moi je suis professeur en classe préparatoire à Marseille et ça doit faire maintenant près de 20 ans que on me demande d'intervenir sur ce fameux UE4, d'accord. Et c'est un challenge assez intéressant, assez compliqué. En ce qui concerne cette séance 4, pour ceux qui ont suivi les 3 premières séances, et puis bon, pour les petits nouveaux, j'ai quand même prévu de redémarrer certaines choses. Moi, je tenais dans un premier temps à vous parler du concours. Du concours parce que, vous le savez, il y a énormément d'inconnus par rapport à l'année prochaine, que l'Université d'Aix-Marseille n'a toujours pas défini le fonctionnement de l'année prochaine. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'évoque avec vous la façon dont vous pourriez travailler. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu du travail qui vous attendra, quoi qu'il en soit. Ça, c'est une certitude. Quelle que soit la structure avec laquelle l'université va mettre en place l'enseignement PACES, il faut que vous sachiez que vous devez vous attendre à des choses assez importantes. Alors, on va partager l'écran tranquillement. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Et vous me dites s'il y a un souci. Voilà, donc j'ai pris un tout petit diaporama au départ pour mettre les choses un peu au point. Et dans un premier temps, je vais m'interroger sur la notion de concours. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que beaucoup d'entre vous ont certainement compris l'importance et la différence qu'avait un concours par rapport à la notion d'examen, mais je souhaiterais quand même y revenir un petit peu. Donc, très, très brièvement, et là encore, je maintiens que la plupart d'entre vous l'avez compris, un examen et un concours, ça n'a à peu près rien à voir. D'accord ? Lorsque vous passez un examen, vous avez une note fatidique qui est le 10 et vous devez avoir des résultats au-dessus de 10, souvent en moyenne, comme c'est le cas au baccalauréat. D'accord ? Mais pas toujours, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis, le problème du concours, c'est que la note, bizarrement, en tout cas en termes de chiffres, est quasiment secondaire. Je m'explique. Si vous avez 18, eh bien, vous ne savez pas si vous êtes pris au concours ou pas. Tout dépend du nombre de places qu'il y a dans ce concours, tout dépend donc du nombre de postes qu'il y a. Et s'il y a 10 postes dans un concours national et que vous êtes 11e avec 18 de moyenne, eh bien, votre 18 il ne sert à rien, vous êtes recalé. D'accord ? De la même façon, si vous avez 6 de moyenne dans un certain concours, d'accord, et ça existe, alors pas chez vous, pas en PACES, mais ça existe, par exemple, pendant de très nombreuses années dans les concours d'enseignement qui ont été un petit peu boudés, eh bien, on est descendu très, très, très bas. Et donc, il y a des gens qui ont été recrutés avec 6 de moyenne parce qu'ils rentraient dans les 300 personnes dont on avait besoin, d'accord, même si souvent on en prenait un peu moins. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment de fondamental à comprendre. Un concours, en fait, ce n'est pas la note qui va compter, c'est votre classement par rapport aux concurrents. Donc, la question qui vient ensuite, c'est qu'est-ce que préparer un concours? Et ça, c'est une vaste question. Et là encore, vous avez fait un bout de chemin qui est très intéressant parce que si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que vous avez déjà anticipé cette question et que vous lui avez déjà apporté des éléments de réponse. Alors, vous verrez, vous serez loin du compte à la fin, mais par contre, vous êtes sur la bonne voie incontestablement. Parce que lorsqu'on prépare un concours, d'abord, c'est un travail de longue haleine. Et vous avez donc parfaitement raison d'anticiper le travail qui vous attend afin de mieux cerner les exigences et les objectifs qui vont venir. C'est un travail de longue haleine et il y a une nécessité absolument fondamentale d'être organisé. Alors, évidemment, vous avez Monsieur Ilouz, la formation qui est là pour vous aider. Vous avez des enseignants qui parfois sont de bons conseils. Il n'y a pas de raison, d'accord, même s'ils ne connaissent pas forcément le concours que vous convoitez, d'accord. Mais tout ça, c'est assez important. Et si l'accompagnement est souvent essentiel, ce qui sera vraiment fondamental, ça sera votre autonomie de travail. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. C'est vraiment le nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous allez être capable de faire sans que nécessairement on vous mette un coup de pied au derrière? Voilà.
Que vous ayez besoin que vous mettez des coups de pied au derrière, ça sera malheureusement normal. En fait, avec tout le respect que je vous dois, vous ne savez pas travailler. Vous sortez du système scolaire français, vous avez été chouchouté, même si certains d'entre vous ont été dans des écoles privées. Vous ne savez pas ce que c'est que travailler réellement, vous ne savez pas ce que c'est que faire un effort, se surpasser réellement. Vous l'avez peut-être fait de façon ponctuelle, et je dis bien peut-être, mais vous ne savez pas ce que c'est que le faire de façon régulière. Et donc ça sera vraiment le nerf de la guerre, la façon dont il faut être autonome. Alors voyez-vous, par exemple, pour ceux qui ont suivi les premiers cours que j'avais faits il y a un mois, je m'étais amusé à faire un QCM. Alors c'était un QCM qui était extrêmement simple, hein. Il prenait moins de 5 minutes, il paraissait vraiment évident. En fait, derrière ce QCM, au-delà du fait que moi, ça me permettait de faire un diagnostic et de repérer ceux qui n'avaient pas complètement les bases, parce qu'en plus, on est encore en période de confinement, en tout cas, par rapport au lycée, les choses sont toujours compliquées. Eh bien, au-delà de cela, moi, ça me permettait de comprendre quels sont ceux qui ont déjà franchi un cap et qui ont déjà compris comment s'organiser dans le travail. Et en fait, j'avais la moitié des étudiants qui devaient assister au cours qui n'avaient pas fait le QCM. Ça paraît anecdotique, mais c'est extrêmement révélateur. D'accord ? L'autonomie, la structure de travail, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est très compliqué à acquérir parce que vous manquez énormément de maturité en réalité universitaire, post-bac. Alors, pour vous donner une méthodologie parmi tant d'autres, d'accord, eh bien, un petit schéma que des chercheurs en neurosciences aujourd'hui exploitent, d'accord, c'est la force de la mémoire par rapport au temps. Et donc, vous pouvez voir que ici sont représentées 3 courbes. La courbe rouge, c'est celle que vous utilisez dans 95% des cas au quotidien dans le lycée aujourd'hui classique. Vous allez travailler ponctuellement quelque chose et puis vous allez l'oublier au fur et à mesure du temps. Et alors, il y a certaines notions qui vont être réactivées par votre enseignant, par des concours blancs, par des interrogations, des tests, etc. Mais si, par malheur, il y a une notion que vous n'avez pas revue, eh bien, vous allez drôlement galérer au mois de juin lorsque vous passez vos examens pour pouvoir vous en souvenir. Ensuite, vous avez la courbe orange, d'accord, qui consiste à réviser de façon régulière. Par exemple, je décide de réviser tous les 2 mois quelque chose, comme si on avait les concours blancs, les fameux concours blancs que vous avez dans l'année. Alors, on voit que ça marche bien cette méthode-là. C'est assez puissant. Mais en réalité, on voit qu'on peut optimiser la force de la mémoire. Et la force de la mémoire est optimisée lorsqu'on fait des révisions à intervalles croissants. Donc ça, c'est assez intéressant. Peut-être que vous aurez l'occasion d'avoir des cours méthodologie. Moi, je ne vais pas l'étendre aujourd'hui, ce n'est pas le but du jeu. Hein. Moi, je dois vous parler de ma matière, en tout cas de ce qui pourrait se passer. Mais sachez que, voilà, après, chacun trouve chaussure à son pied et que vous avez énormément de méthodes à votre disposition. Vous pouvez vous renseigner, vous tapez sur Google la méthode des J, par exemple. C'est une méthode qui est fortement appréciée de beaucoup d'étudiants de PACES. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Et ce qui est vraiment important, c'est la notion de récursivité. C'est le fait de revenir régulièrement sur les notions. C'est vraiment ça l'aspect également fondamental dans l'espacement des apprentissages. Donc voilà, ça c'est le genre de choses déjà qui fait la différence entre la façon dont vous avez travaillé avant, d'accord, qui était souvent une façon passive, hein, vous ne répondiez qu'aux besoins émis par les enseignants, et bien là, il va falloir que vous soyez plus ou moins autonome, même si vous allez avoir un accompagnement de qualité à n'en pas douter. Alors, moi, je suis là pour vous parler de l'UE4. Je ne sais pas si le nom sera maintenu. UE, c'est unité d'enseignement, d'accord, numéro 4. Donc, je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui, mais en réalité, derrière, il y a une métaphore. C'est-à-dire que dans toutes les études que vous pourriez être amené à faire, que ce soit PACES ou hors PACES, vous allez avoir à chaque fois un certain nombre d'enseignements qui vous seront proposés, et il y aura toujours des inégalités entre ces enseignements. C'est-à-dire qu'il va y avoir des enseignements qui vont vous paraître beaucoup plus importants, voire même passionnants, je vous le souhaite, mais il va y avoir des enseignements qui vous paraîtront rébarbatifs, négligeables, d'accord ? Donc, en même temps, il faut bien comprendre que dans mon discours, il y a l'inconnu de savoir ce qui va se passer l'année prochaine, mais il faut que vous compreniez l'essence même de ce qui vous attend dans le post-bac. Donc, dans un premier temps, l'UE4, sachez que c'est un petit enseignement, pour ne pas dire le plus petit enseignement qui vous est dispensé aujourd'hui au premier quad. Alors, au premier quad, vous avez les matières générales pour tout le monde. Vous avez 4 unités d'enseignement.
Et donc, l'UE4, c'est le plus petit enseignement qui vous est dispensé avec 32 heures de cours. Donc, vous avez 16 fois 2 heures, 16 semaines, avec 2 heures par semaine de cours. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, c'est la plus petite des matières. Et on est d'accord, on est en train de décrire un enseignement global qui est absolument incroyable en termes de quantité de contenu. D'accord ? Deuxième point important, eh bien, alors aujourd'hui, ça rentre dans les détails parce que je vous dis, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais cette année encore, il y avait 700 points. 700 points, je crois qu'il y avait 110 points sur le premier quad, d'accord, le reste des points sur le deuxième, et sur les 510 points, les mathématiques devaient en apporter. Ça dépend en fait, ça dépend des coefficients, ça dépend de ce que vous choisissez comme majeur entre médecine, odontologie, sage-femme, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, d'accord. Et on va creuser ça un petit peu après, mais c'est donc forcément le plus petit nombre de points attribués. Ensuite, si on s'amuse à regarder les textes, alors moi personnellement, vous l'avez compris, hein, les personnes qui interviennent auprès de vous sont des gens qui ont passé des concours de très haut niveau sans nous envoyer des fleurs. C'est juste factuel, d'accord. Et donc, quand on attaque un concours, eh bien, en fait, eh ben, il faut lire ce qu'on appelle les rapports de jury, par exemple. Alors, ce n'est pas le cas pour la PACES parce que c'est très, très opaque. C'est vraiment très, très opaque. C'est pour ça que vous avez des gens qui représentent la mémoire. Et voilà, en ce qui concerne ça, les écuries, ben, il y a une mémoire du concours qui est là et c'est cette mémoire-là aussi qu'on retranscrit auprès des étudiants. Et alors, juste pour préciser, hein, moi je suis prof du public, d'accord, je ne pousse pas la consommation, mais il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, il y a une différence entre ce qui se présente à la fac et les besoins réels pour répondre aux exigences de la fac. Donc, l'UE4, quand on va regarder dans les textes, eh bien, c'est en 6e position d'importance pour départager les ex-aequo. Imaginez qu'il y ait 300 places et que vous ayez 10 personnes qui sont entre la 295e et la 305e place. Eh bien, l'UE4 arriverait seulement en 6e position pour départager. Bref, l'UE4 est une matière totalement négligeable en rapport du concours tel qu'il est conçu à l'heure actuelle. Oui, d'accord. Et puis, c'est pas tout. L'UE4, c'est une matière exceptionnellement difficile aujourd'hui. C'est peut-être même la matière la plus difficile de PACES depuis maintenant 10 ans. Très brièvement, sans aller trop loin dans l'histoire, la licence PACES telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent a été créée en 2010. Avant 2010, eh bien, vous aviez médecine et pharmacie, les deux entités principales, et chacune avait son fonctionnement interne et son professeur. Alors, vous savez qu'il y a un enjeu de poste. Okay, quand vous avez des enseignants, vous avez un enjeu de poste. C'est les enseignants, on ne peut pas les balader n'importe comment. Les postes, ils sont créés. On ne peut pas faire n'importe comment. Et donc, il a fallu que les enseignements de pharmacie, qui étaient des enseignements à dominante mathématique, d'accord, et les enseignements de médecine, qui étaient des enseignements à dominante biostatistique, il a fallu que ça fusionne. Ça a fonctionné à peu près partout sur le territoire. Ça n'a pas fonctionné à Marseille. Il y a eu un problème d'ego, et c'est la raison pour laquelle la fusion n'a pas eu lieu. Et ce qui s'est passé, c'est que les matières ont été ajoutées. Alors, je vous laisse imaginer que chacune des matières déjà fonctionnait sur un quadrimestre entier. Eh bien, ils ont trouvé donc le moyen d'additionner les deux matières sans quasiment rien retirer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer brièvement à quoi ça ressemble. Avant, en médecine, donc vous me dites si vous ne voyez plus mon écran, mais normalement, ça, vous devriez le voir, d'accord? Alors, avant, en médecine, en biostatistique, vous aviez ce document-là. Ce document-là, donc je pense qu'on vous l'a transmis. Sachez que là, il est daté de 2013-2014. C'est un document qui n'a pas changé d'une virgule en 20 ans. Et chaque année, ils vous le revendent. D'accord? Je ne sais pas combien, 7,50 € ou quoi. Il n'a jamais changé, ce document, en 20 ans. Alors, ça sera intéressant de voir s'ils vont le changer. Et donc, quand je dis 20 ans, c'est peut-être même plus, hein, parce que moi, j'ai des annales depuis 1997, si vous voulez tout savoir. Donc, ce document, si vous le regardez ici, il a 166 pages. Monsieur, on ne voit pas l'écran. Vous ne voyez pas l'écran? Non. Ah, voyons voir. On va essayer de nouveau de partager l'écran. Ce n'est pas normal. Pourtant, normalement, tac, tac. Normalement, vous devriez voir mon écran. C'est assez bizarre. Et là, vous voyez toujours rien? Non? Moi, je vois rien.
Qu'est-ce que vous voyez exactement en fait? Vous voyez des cases? Julien Fernandez, c'est tout. Et tout à l'heure, quand je parlais, vous voyez… Non, enfin, moi, je voyais pas en tout cas. D'accord, parce que je diffuse un diaporama depuis tout à l'heure en fait. Hein. Ah. Donc personne n'a vu ce que j'ai diffusé depuis tout à l'heure. Hein. Non. Génial. Non. Pourtant, le partage d'écran a été activé sans problème. Alors, tac. On va essayer. C'est pas normal parce que vous auriez dû voir mon écran. Donc, du coup, vous ne voyez que Zoom sans rien d'autre depuis tout à On voit l'heure. votre nom, c'est tout. Non, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. On va essayer de rectifier ça, mais le problème, c'est que normalement, ça aurait dû marcher depuis le début. Et là, vous voyez quoi? Là, c'est bon. Là, on on voit. voit. D'accord. Alors, je reviendrai brièvement sur le diaporama, d'accord? Donc là, vous voyez mon fichier PDF. On est d'accord? Et on voit le poli. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas jusqu'où vous pouvez le voir, d'accord? Mais je vous expliquais qu'il avait 160… Alors, du coup, maintenant, moi, ça devrait… c'est vraiment bizarre que… Vous le voyez toujours, hein, vous me dites, hein, d'accord? Donc, du coup, ce polycopier, d'accord, il fait 166 pages. Et croyez-moi, il est très, très, très costaud. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait avant. OK? Et donc, quand ils ont fusionné, entre guillemets, la fusion ne s'est pas bien passée. Et en fait, eh bien, le prof, l'ancien prof de pharma, il a voulu faire son propre document. Donc, il a conçu un document qui fait 66 pages. Du coup, ça s'est appelé tome 2, alors qu'en plus, chronologiquement, on commence par l'enseignement mathématique, entre guillemets, et c'est un document qui est absolument imbuvable. D'accord? Donc, comprenez comment les choses se passent. Vous avez donc une matière qui est négligeable, entre guillemets, et vous avez le double de ce qui se faisait avant, alors que déjà avant, c'était négligeable. En conséquence de quoi, vous comprenez que vos camarades, dans leur immense majorité, ont complètement abandonné cette matière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point important à comprendre. Alors, je vais revenir sur mon diaporama, et cette fois-ci, j'espère que vous pourrez le voir. Vous me dites, hein, normalement, il ne devrait pas y avoir de raison. Oui, c'est bon. Ok, donc je vais revenir rapidement dessus. Donc, voilà, hein, on a parlé de qu'est-ce qu'un concours, comment préparer un concours en quelque sorte. J'ai parlé du travail de longue haleine, de la nécessité d'être organisé. On a parlé de l'autonomie, d'accord, malgré le fait que l'accompagnement soit souvent essentiel. Voici le schéma dont je vous parlais tout à l'heure, d'accord? Donc, je vous laisse le voir rapidement. Donc, vous êtes sur une courbe rouge la plupart du temps, hein, quand vous travaillez. De temps en temps, parce que vos enseignants vous sollicitent, vous pouvez être sur une courbe orange. En fait, les chercheurs en neurologie savent que c'est la courbe verte qui est la courbe la plus efficace. C'est ce qu'on appelle les révisions à intervalles croissants. D'accord? Et donc, je vais vous orienter, si vous avez pris les notes, sur des méthodes style la méthode DJ. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande. Je vous demande simplement de vous informer pour essayer de trouver la méthode qui vous conviendra le mieux, tout simplement. D'accord? Donc ensuite, je parlais de l'UE4. En quoi c'est un enseignement qui semble négligeable? Parce que c'est un petit enseignement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points, parce que c'est sixième en ordre d'importance, voilà. Et j'étais en train de vous relater la fusion maths-biostat qui fait que c'est une matière plus que difficile, hein, c'est une matière qui est quasiment infaisable aujourd'hui. Donc, en plus, quid de l'an prochain? Voilà. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Ils sont totalement à la ramasse. Alors, je vous dis franchement, il n'y aurait pas eu le problème de la maladie Covid. Ils auraient quand même été à la ramasse. Hein. Ils sont toujours décalés. Par exemple, moi, je vous invite à aller sur leur site internet. Moi, juste avant que la visio commence, hein, je suis allé, j'ai tapé PACES, Aix-Marseille, et je suis allé regarder leur site. Leur site n'est toujours pas à jour. C'est-à-dire qu'au niveau des statistiques, ils donnent des statistiques de 2017-2018. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. On a une matière qui profite de son hégémonie, de son succès et qui ne se met pas à jour, qui ne donne pas ce qu'elle devrait donner pour pouvoir être travaillée dans de bonnes conditions. Alors, en ce qui concerne l'UE4, on ne sait pas, est-ce que tout va être maintenu? Est-ce que les deux enseignants en place vont être maintenus? Est-ce que finalement la matière va être allégée? On va peut-être revenir à ce qui se passait en médecine avant et ça serait génial pour vous, ça veut dire qu'on aurait des biostats en priorité. Est-ce que la matière va être supprimée? On n'en sait rien. Si elle devait être supprimée, sachez qu'elle serait forcément remplacée par quelque chose et sachez qu'il y aura, enfin, la probabilité pour que toutes les matières soient de même importance est proche de zéro. Hein. C'est clair. Il y aura forcément le même enjeu avec des matières dites négligeables et des matières dites fondamentales. Donc ça, c'est assez important à comprendre. C'est pour ça que mon discours est un discours généraliste,
même si je parle prioritairement de l'UE4. Alors, pourquoi maintenant ma matière est-elle en réalité indispensable? Parce que vous l'aurez compris dans mes propos, d'accord? En fait, vous ne pouvez pas vous affranchir de l'UE4. Et ça, c'est l'erreur qui est commise par la quasi-totalité des étudiants. Alors, évidemment, vous allez trouver l'étudiant qui a réussi à avoir 18 en UE1, 19 en UE2, 18 en UE3, et qui a juste pris un 10 en UE4 et qui, malgré cela, est passé dans les 300 premiers. Évidemment, évidemment que vous allez le trouver. Mais à part cette personne-là qui était très, très au-dessus des autres, déjà à la base, eh bien, ça va se jouer au coude à coude. Et de façon générale, quand on fait un concours, je vous le dis, toute stratégie qui tient compte d'une impasse ou d'un retard de préparation dans une matière, c'est une stratégie que vous pouvez jeter à la poubelle. Ça ne fonctionnera pas dans la quasi-totalité des cas. Et ce n'est pas les exceptions, certains contre-exemples qui confirmeront la règle. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le niveau demandé est très élevé, mais vraiment très élevé. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc je vous dis, 5 minutes avant de me connecter avec vous, je suis allé sur le site et j'ai pris ça. Alors ça, c'est en 2017-2018. Voilà la moyenne des derniers prix. La moyenne. Alors, de mémoire dans l'ordre, en haut, c'est médecine. Le deuxième, c'est pharma. Donc, on voit que depuis 5-6 ans, c'est pharma qui est le moins en vogue. Alors, on peut comprendre. Hein. On peut comprendre parce que c'est simplement un système économique qui est mis en place. Aujourd'hui, dans la survie, il faut faire des grosses structures. Or, à moins d'avoir la chance d'avoir des moyens derrière, familiaux par exemple, eh bien aujourd'hui, il est quasiment impossible de réussir à acheter sa pharmacie. Donc, si c'est pour être pharmacien après 7 ans d'études et gagner 2500 € par mois, plus 500 € de black parce qu'ils s'en font tous, ben écoutez, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce n'est pas forcément le but du jeu. D'accord. D'ailleurs, on n'appelle pas ça des patients, on appelle ça des clients quand on est pharmacien. Donc, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'aujourd'hui, la pharmacie, c'est le parent pauvre des étudiants qui présentent au concours. Donc, bon, c'est une analyse qui reste factuelle, d'accord. Je ne pense pas me tromper de beaucoup, mais après, bon, elle reste quand même subjective, cette analyse. Et puis, vous pouvez voir ensuite 16-30, 16-35, 16-5. Donc là, vous avez kiné. Alors, kiné, avant, c'était le parent pauvre à l'époque, hein, kiné en 2010. Hein. On rentrait en kiné avec 12-13 de moyenne. Hein. Dès que ça intégrait pas 16, bim, ça a explosé. 16-35, ben, aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux, c'est odontologie. D'accord. Et 16,5, c'est maïotique. Donc, du coup, quand on voit les moyennes des derniers prix, waouh! Et on est bien d'accord, hein, d'une année sur l'autre, si vous avez 16,5 l'année suivante, ben, manque de bol pour vous, ben, il fallait avoir 17, ben, vous êtes marron, hein, on est bien d'accord. Hein, souvenez-vous de ce que je vous ai raconté sur les notes tout à l'heure. Donc déjà, compte tenu du niveau des études que vous envisagez, vous ne pouvez pas faire d'impasse. Alors, une autre preuve, si tant est que c'est nécessaire, par des chiffres. Alors moi, je vous ai dit, ça fait 20 ans maintenant que j'interviens en IE4, j'ai vu beaucoup de choses, d'accord, même si j'ai fait 2 ou 3 ans de pause. Et j'ai touché à pas mal de choses, et j'ai travaillé dans quelques écuries. Et il y a des écuries qui m'avaient fait intervenir à l'époque pour faire, on va dire, une préparation plus en UE4, sachant qu'il y avait une préparation un petit peu plus ailleurs aussi. Et donc, bah moi, je suis prof de maths, j'avais été voir les chiffres parce que je suis toujours intéressé de savoir si ce que je fais fonctionne. Alors, en fait, dans cette écurie, vous aviez des centaines et des centaines, c'est une très grosse écurie, il y avait des centaines et des centaines d'étudiants, donc je vous laisse imaginer que c'était quand même un petit peu l'usine. Et donc, vous aviez une portion des étudiants qui suivaient l'écurie normale, donc déjà, ils sont accompagnés, sachez-le, et une petite portion des étudiants qui avaient choisi de prendre des enseignements un petit peu plus. Donc, ici, vous avez quand même, dans cette ligne-là, des étudiants qui sont en écurie déjà, d'accord? Et dans l'ordre, bah, c'est pas de surprise, UE1, UE2, UE3, UE4. Donc, vous avez 12,7 de moyenne, c'est quand même pas mal hein, pour des gens qui sont en formation, d'accord? En UE1, 13,29 en UE2, 12,49, enfin 12,50 en UE3 et 9,74 en UE4. Et donc, on voit que l'UE4, c'est bien le parent pauvre. Alors, du coup, moi, je suis allé voir ceux qui suivaient l'enseignement un peu plus, un peu plus efficace. Alors, on voit qu'il y a 13,7 de moyenne pour l'UE1, 13,8 pour l'UE2, 13,6 pour l'UE3 et 11,6 pour l'UE4, ce qui veut dire qu'on va avoir des différences qui sont égales à celle-ci. Hein. Donc, ça, moi, c'était fait sur un tableau Excel. 0,907, 0,559, 1,1 et 1,9. Alors, bien entendu, il faut tenir compte de l'importance de ces matières.
Et donc, du coup, là, on a le volume horaire actuel, donc 80 pour les deux premiers UE, 48 pour l'UE3, d'accord, 32 chez moi, donc vous voyez que c'est quand même très significativement inférieur aux autres, d'accord. La durée de l'épreuve, en plus, vous voyez que c'est chez moi que ça dure moins longtemps aujourd'hui. Alors, MOMCA, là, c'est médecine, odontologie, maïeutique et kiné, d'accord, et pharma qui est un peu à part, où l'U1 est un peu plus important. Et donc, moi, je me suis amusé à faire, bien sûr, l'écart pondéré. Et vous pouvez observer que, dans ce cas-là, eh bien, il y avait 4,5 points d'écart si on ne tient pas compte de la pharmacie pour l'U1, et que la deuxième matière qui permettait de gagner le plus de points, c'est-à-dire de faire l'écart le plus important avec des gens qui étaient déjà en écurie, c'était les maths, c'était l'UE4. Et quand on comprend cela, on a compris beaucoup de choses. Et moi, quand je travaille, donc je vous dis, hein, j'ai des bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, d'accord, je prépare une école de commerce, entre autres. Quand on a compris ça, on a compris la moitié de la stratégie pour préparer les concours. Et en ce qui me concerne, quand je travaille, je ne demande pas plus de temps que ce que proportionnellement on devrait m'accorder. C'est-à-dire qu'en gros, je demande très peu de temps de travail de préparation sur ma matière. Par contre, je veux que ça soit efficace. Et ça, c'est très, très important à comprendre. C'est-à-dire que je fais en sorte que la plupart du temps de travail soit consacré aux matières, entre guillemets, plus importantes. Mais je veux proportionnellement ma part du gâteau. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, une fois qu'on a compris ça, voilà, vous avez compris comment fonctionne un concours. Et donc, quel que soit le système auquel vous serez confronté l'année prochaine, eh bien, vous devez avoir cet état d'esprit, vous devez comprendre ça le plus vite possible. Voilà, il ne faut pas tarder, il ne faut pas l'apprendre en novembre, il ne faut pas le comprendre en novembre, il ne faut pas le comprendre en décembre. C'est en août qu'il faut le comprendre, ce truc-là, parce que c'est absolument fondamental. Enfin, sait-on jamais, si on rentre dans un système classique, alors faussement classique, hein, universitaire, sachez que ça fonctionne avec des crédits ECTS. Alors en gros, vous avez X matières et chacune des matières vous rapporte un certain nombre de crédits. Eh bien, sachez que vous n'avez pas le droit d'avoir moins de 10 dans certaines matières. Alors, il existe des facultés, des universités qui fonctionnent par système compensatoire. On peut s'interroger sur la PACES, compte tenu du fait qu'ils vont avoir besoin de l'écrémer quoi qu'il en soit, et que malgré ce que dit le ministère, ils ne pourront pas continuer avec 3000 étudiants en deuxième année. À un moment donné, de toute façon, il y aura une barrière. Donc, il faut vraiment se méfier de ce système-là. Et même si on fonctionne en crédit ECTS, et même si on a la chance d'avoir des choses compensatoires, vous ne pourrez pas faire d'impasse sur ces matières-là. Voilà. Au passage, je profite de vous mettre en garde sur quelque chose qui me paraît assez important. Si jamais la PACES devient une matière d'enseignement, on va dire, beaucoup plus classique à la fac, il faut que vous compreniez qu'à un moment ou à un autre, il y aura un goulot d'étranglement. À un moment ou à un autre, il y aura un concours avec un gap, d'accord, qui sera terrible. On comprend très bien cela lorsqu'on considère l'internat. Déjà, l'internat est exceptionnellement difficile alors qu'il concerne tous les étudiants de PACES qui ont déjà passé la première année. Donc, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, il y a un goulot d'étranglement. Et ça, par exemple, c'est ce qu'on observe à la fac de droit. À la fac de droit, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. La première année, on vous dit oui, ça va, donc il y en a qui n'arrivent pas à suivre, il y en a qui ont du mal à apprendre le code civil ou quoi, très bien. Ils passent en deuxième année pour la plupart d'entre eux, ils passent en troisième année pour la plupart d'entre eux, d'accord. Et à un moment donné, là, il y a un problème. Il y a un problème parce que, qu'est-ce que tu veux devenir? Tu veux devenir avocat? Ok, mais avocat, il y a un certain nombre de places. Je ne sais pas combien il y en a, mais tant qu'il y en a 4000 sur la France, sur le territoire, bon, eh ben, comment tu fais? Vous êtes 7000 à vous présenter au concours, vous êtes 12 000 à vous présenter au concours. Il y a un goulot d'étranglement, tout le monde ne pourra pas être avocat. C'est mort. Et en plus, attention, avocat, c'est un peu comme pharmacien, ça dépend dans quel secteur vous vous spécialisez. Il y a des secteurs qui sont plus rémunérateurs que d'autres. D'accord? Avocat dans le civil, je suis désolé, mais c'est 1 500 € par mois. Ok, vous voulez faire magistrat? Ah, magistrat, c'est bien, une grande considération, juge, procureur, ce que vous voulez. Ok, mais magistrat, il y a quoi? J'en ne sais pas, je ne connais pas les chiffres. Mais il y a 300 places sur le territoire. Il y a presque personne qui arrive à devenir magistrat. Il y a très peu de places. Donc, goulot d'étranglement. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsque vous allez dans un fast-food, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez pas mal de gens qui ont un bac plus 5, et ce sont des gens qui ont fait sociaux, qui ont fait droit, qui ont fait des matières où il y a un goulot d'étranglement à un moment donné, qui se sont fait avoir. Donc, faites attention à cela. Faites attention à ce que PACES ne devienne pas
un enseignement universitaire à goulot d'étranglement, ça serait terrible. Ça serait vraiment terrible. Voilà pour la présentation générale de la PACES. Je ne fais pas de projection sur l'année prochaine, je n'en sais rien. Et je crois qu'il n'y a personne qui n'en sait rien. Je me demande si eux-mêmes ils savent à la fac. Bon, là, je suis un peu taquin. Mais par contre, on saura s'adapter et on saura trouver l'équilibre qui sera le plus intéressant pour vous. OK, donc, du coup, revenons à nos moutons. Et je vais vous partager autre chose. Il faut simplement que ça fonctionne correctement. Alors, tac, 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 tac. J'y arrive. Hein. Alors, partager l'écran, on va recommencer à la fin. À partager. OK. Vous me dites hein, si ça fonctionne. Là, vous voyez l'écran avec tout le monde ou pas? Moi, je vois pas. Non. Non, vous ne voyez pas plein de petits carrés? Non? Non. OK. Tac, tac, tac. Et là, ça devrait marcher. Vous allez me dire. Alors. Ouais, ça devrait fonctionner, sauf que moi, j'ai besoin d'avoir la main sur mon truc. OK. C'est bon? Vous voyez grandeur et dimension? Oui. Oui. Allez, parfait. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, moi, on m'a fait une petite commande, séance quand même assez courte, d'accord? C'est compliqué, hein, c'est compliqué de préparer à fond quelque chose. D'abord parce que c'est beaucoup trop tôt, d'accord? Hein, vous connaissez aussi bien que moi l'histoire du lièvre et la tortue. Et puis parce que, comme vous l'avez compris, on ne sait pas encore de quoi demain sera fait. Donc, il faut garder dans ma préparation une idée d'apprentissage de la notion de concours, hein, tout simplement. Alors, en fait, dans la séance d'aujourd'hui, je vais revenir sur une notion qui n'avait pas été abordée sur les 3 dernières séances. Pour ceux qui n'ont pas eu accès aux séances, il y a des documents qui sont à disposition, donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut vous les remettre ou pas, d'accord. Tout a été corrigé, et d'ailleurs, je ne pourrais pas le faire à chaque fois, ça prend beaucoup de temps. Et là, je vais rentrer en mode concours. Hein. J'ai mes étudiants qui passent le concours post-Covid d'ici 3 semaines, donc je vais rentrer en mode énormément de travail. Et donc, j'ai pris la décision d'aborder une notion qui n'avait pas été vue lors des 3 premières séances, d'accord, et qui concerne la partie mathématique. Donc, vous avez compris qu'il y avait 2 tomes. La partie mathématique qui fait 66 pages, l'autre qui fait 167, qui est la partie biostatistique. Et c'est la partie mathématique qui pose réellement problème parce que l'enseignant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, n'est pas un enseignant, c'est quelqu'un qui est exceptionnellement mauvais et qui, donc, du coup, fait fuir les étudiants. Donc, la partie mathématique est très compliquée. Là encore, aujourd'hui, comment se passe l'UE4 ? Il y avait 20 questions, d'accord ? Et 6 questions maths, 14 questions de biostat. Donc, en plus, vous voyez, les gens travaillaient à fond comme des malades pour 6 questions à la sortie. Bon, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'état d'esprit. En fait, les manuels qui vous sont proposés, j'aime pas ce mot, mais bon, j'en ai pas d'autres, ce sont des bibles pour eux. Ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez tout sur le bout des doigts. Bien sûr, c'est infaisable, c'est absolument infaisable, parce que quand dans la partie maths, on vous parle de la fonction cosinus, prenez par cœur ce qui est marqué dans le manuel, moi je vous plante comme je veux, en vous posant n'importe quel type de question dérangeante. Donc, vous voyez un petit peu déjà le biais de la préparation. En biostat, c'est différent. En biostatistique, le manuel est remarquablement bien conçu, et donc en effet, ils vont vraiment chercher des lignes dans des pages, dans des paragraphes, etc. Une question de concours peut correspondre à n'importe quel paragraphe du livre. Donc ça, c'est un premier point. Donc, il faut bien que vous compreniez que les manuels, vous devez vous les approprier. Alors, on verra l'année prochaine comment ça fonctionnera, mais la méthode, en grand résumé, est très simple. Si vous êtes là, c'est que vous avez compris qu'il fallait suivre un enseignement UE4, d'accord? Donc, la règle numéro 1, c'est de savoir refaire ce qu'on fait ensemble. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose 11 QCM. Sur les 3 séances précédentes, je ne sais plus combien il y en avait, 45, 50, je ne sais plus combien il y en avait. La règle numéro 1, c'est savoir refaire ce qu'on fait ensemble. La règle numéro 2, c'est lire. Pas forcément apprendre, lire les documents. Parce qu'en lisant les documents, eh bien, vous allez avoir vos exercices que vous avez automatisés qui vont commencer à prendre un peu de sens. Vous m'entendez? C'est bon? Et vous allez, au fur et à mesure, apprendre les petits paragraphes qui n'auront pas forcément encore été sollicités. Donc, ici, pour vous donner un ordre d'idée, nous travaillons sur le premier manuel, sur le fameux tome 1, d'accord?
Non, ça s'appelle tome 2 d'ailleurs, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est un tome qui a plusieurs chapitres. Voilà, le professeur qui est assez nommable s'appelle Vincent Perrault, d'accord? Comme ça, il aura été nommé. Et donc, vous avez un certain nombre de chapitres. Il y en a 5 de mémoire. Le premier chapitre s'appelle Grandeur et dimension. Et c'est hyper logique, c'est un chapitre de physique. Ce n'est pas du tout un chapitre de mathématiques. Il n'en reste pas moins qu'il est assez intéressant, même s'il est présenté de façon assez particulière dans le polycopier. Donc, je vais jongler avec le document. Vous avez un support de cours aussi qui est un extrait du livre, d'accord? Et vous allez voir comment les questions sont posées et le cours va se baser, le cours entre guillemets, va se baser sur la résolution des questions. Donc, en métrologie, donc ça s'appelle la métrologie, hein, l'étude des grandeurs et des dimensions qui leur sont liées, ça s'appelle la métrologie. Au passage, très rapidement, donc je fais des allers-retours, hein, je m'en excuse, il est très intéressant de savoir que vous avez 7 grandeurs de base, 7 grandeurs fondamentales. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu, comme ça vous verrez mieux, voilà, elles sont nommées ici. Donc c'est la longueur, la masse, le temps, l'intensité, la température, en thermodynamique, la quantité de matière et l'intensité lumineuse. Et ces 7 grandeurs vont avoir des unités. Il y aura l'unité du système international et il y aura des sous-unités en quelque sorte. Là, par exemple, pour la longueur, l'unité du système international, c'est le mètre. Mais bien entendu, on peut utiliser le décamètre, le millimètre, le kilomètre, etc. etc. D'accord ? Pour la masse, c'est une des rares fois où l'unité est un multiple. L'unité du système international, c'est le kilogramme. Kilo, je vous rappelle que c'est un préfixe qui veut dire 1000. Okay, le temps, ça sera la seconde. Ce n'est pas la minute, ce n'est pas l'heure. L'unité du système international, c'est la seconde, et ainsi de suite. Et donc, chaque unité va avoir sa propre, chaque grandeur, pardon, va avoir sa propre unité dans le système international. Et les questions vont se poser de savoir comment ont-elles été définies? Comment définit-on le mètre? Comment définit-on le kilogramme? Eh bien, tout ça, c'est défini plus ou moins dans ce document. Et ce sont des choses qu'il faut connaître, etc., etc. Dans un deuxième temps, vous allez avoir des grandeurs dérivées. Alors, les grandeurs dérivées, on en donne quelques exemples simples, pour ne pas rentrer dans le détail. La surface. La surface, qu'est-ce que c'est qu'une surface? Si je regarde l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est une longueur, et la largeur, ça s'appelle largeur, mais c'est une longueur également. Donc, en réalité, si j'appelle grand L la dimension d'une longueur, une surface, sa dimension, c'est grand L fois grand L. Autrement dit, c'est grand L au carré. Un volume, pour la même raison, on sera cette fois-ci en dimension 3. Et donc, un volume, sa dimension sera la longueur au cube. Et donc, au fur et à mesure, on vous explique tout cela en métrologie. Alors, sachez que ça, c'est assez facile. Hein. Vu comme ça, non, parce que moi, je fais juste une présentation sommaire, d'accord? Mais sachez que c'est considéré comme assez facile la métrologie pour les étudiants. En bossant, en relisant bien, ça marche pas mal du tout. Donc, vous voyez, les étalons de mesure, dans le polycopier, ils expliquent ce que c'est. Un étalon de mesure est une grandeur de référence qui sert à définir ou matérialiser l'unité de mesure. Et on vous donne les caractéristiques. Ça doit être précis, exact, reproductible, universel, etc., etc. Et on vous donne plein de renseignements. Plein. D'accord? Eh bien, il faut lire et il faut s'approprier ça. Vous comprenez pourquoi je vous ai filé le schéma sur l'apprentissage tout à l'heure, hein, sur la mémoire. Hein, d'accord? Vous comprenez mieux. Hein. Et là, ce n'est rien, c'est que le début, on est à la page 4. D'accord? Pour un total de 167 plus 66 pages, faites le calcul, hein, on est sur du 220 pages au total. Voilà, ça fait plaisir. Donc, voilà comment ça fonctionne. Définition du mètre. Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 sur 299 792 458 secondes. Et ça, il faut le retenir, il faut le savoir. Et vous avez plein d'indications comme ça. Alors, ce document, il va falloir qu'il le remette à jour obligatoirement parce que sachez que, je ne sais plus je crois que c'est le kilogramme, c'est la masse. Je crois qu'ils ont défini l'année dernière une nouvelle... ils ont redéfini la masse l'année dernière. Donc, la définition scientifique a changé. Donc, je pense qu'ils vont être obligés de mettre à jour le document. Et vous avez plein d'indications. Hein. Vous voyez, par exemple, l'unité de temps amène à redéfinir en 83.
C'est marqué tout ça en 1983. Et on vous donne des indications, on vous dit quand est-ce que en France c'est devenu légal, comment ça se passe dans le monde, etc. etc. Et bizarrement, je maintiens que ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Alors ça, bon, ça je vais passer parce qu'à la fin, il se passe quelque chose que les étudiants scolaires adorent et que moi je ne supporte pas, c'est qu'à la fin, il y a du par cœur. Donc je m'explique. Vous avez un tableau à la fin. Voilà, on va y arriver, hein, tranquillement. J'y vais lentement mais sûrement. Voilà, donc vous avez des tableaux et à la fin, il suffit de retenir le tableau. Donc ici, lorsqu'on s'intéresse à la longueur, je l'ai évoqué oralement tout à l'heure, eh bien le symbole dimensionnel, c'est un grand L majuscule. Ok, pas surprenant, longueur, grand L. La masse, grand M, le temps, grand T, d'accord. Mais voyez-vous, par exemple, température, ça ne sera pas grand T, il a déjà été utilisé, ça sera un θ minuscule, pour ceux qui connaissent les lettres grecques. Alors vous voyez que les lettres sont en majuscule non italique, et là aussi ça a son importance. Il y aura des questions pièges au concours où la lettre sera en minuscule et donc du coup ça ne correspondra pas à la chose. Par exemple, le M majuscule, c'est une lettre utilisée pour le mètre et le mètre c'est l'unité de longueur. C'est la raison pour laquelle vraiment l'écriture des symboles est absolument fondamentale. Donc voilà comment ça va fonctionner et vous allez avoir plein de tableaux. Plein de tableaux, je vais vous en montrer quelques-uns. D'accord? On va y arriver tranquillement, voilà. Ah, les unités légales en 1965, on faisait des trucs de fou. Et là, voilà, vous avez un tableau. Alors malheureusement, bon, c'est pas très lisible, d'accord, mais vous devinez une grandeur ici dans la première colonne, unité dans la deuxième, symbole dans la troisième, d'accord. Et donc la longueur dont le symbole est un petit L, l'unité c'est le mètre dont le symbole c'est le petit M, et la dimension c'est un grand L. Et donc à la fin, vous devez apprendre ça par cœur. Très intéressant, l'unité de la température c'est le Kelvin. Kelvin, je vous le dis à l'anglaise. Et ce n'est pas le degré Celsius et encore moins le degré Fahrenheit. D'accord, et ainsi de suite. Autre chose assez intéressante, vous voyez, ampère par exemple, on sait que c'est le nom d'un scientifique, d'accord, mais quand on parle d'unité, c'est comme pour le Newton, on ne met pas de majuscule. D'ailleurs, Kelvin aussi, c'est le scientifique qui va avec. Donc, vous voyez, à la fin, on apprend les tableaux. Donc ça, ce sont les 7 unités de base. Et ça, c'est rien. C'est rien parce qu'il y a des unités dérivées. Et là, voilà, vous avez la force, le poids en newton, la pression en pascal, le travail en joule, la puissance en watts pour retrouver d'ailleurs beaucoup de grandeurs que vous avez étudiées en physique en terminale. D'accord, le farad, l'Ohm, le Siemens, le Weber, le Becquerel, le Gray, le Tesla, etc. etc. Eh bien, vous avez compris pourquoi vos camarades abandonneront. Et à chaque fois qu'on a une grandeur dérivée, on a la dimension qui va avec. Par exemple, si je regarde force-poids, LMT-2, ça veut dire que dans la formule, il y a une longueur qui a été multipliée par une masse et on a divisé par le carré du temps. C'est hyper intéressant et je maintiens, contrairement à ce qu'on peut penser, que c'est très abordable. D'accord? Bien entendu, il faut une préparation mieux définie. Et là, je ne suis pas en train d'attaquer une préparation, on est d'accord, hein, on ne sait pas encore ce qu'il y aura l'année prochaine. Je vous montre le fonctionnement. Allez, je reviens sur mes QCM et on va commencer à jeter un coup d'œil dessus. En métrologie, parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies, un étalon de mesure est une grandeur de référence reproductible. Alors, déjà, bien faire attention à la formulation des phrases, d'accord, en PACES et en UE4 en particulier. Et tout à l'heure, je l'avais dicté, il y avait plein de petits adjectifs précis, exacts, et il y avait également le mot reproductible. Alors, ça n'est pas que ça, mais un étalon de mesure doit être aussi reproductible. Donc, vous allez valider la réponse A. La réponse A sera une bonne réponse. Les 7 unités de base du système international sont légales en France depuis 1975. Alors, j'ai défilé dessus. Vous avez compris comment ça fonctionne. Il faut regarder le polycopier, lire le paragraphe dans lequel on trouve ça, noter la page, etc. etc. Mais figurez-vous que cette affirmation, aujourd'hui, par rapport au polycopier du professeur, est exacte. Et vous comprenez pourquoi c'est important de se servir des QCM pour mieux lire le polycopier. Il faut le faire dans ce sens-là. C'est grâce au QCM que vous allez lire les paragraphes correspondants, parce qu'il y a un travail déjà de synthèse qui a été effectué par l'enseignant qui vous propose ce document-là. D'accord? Et ça, c'est quand même déjà important, ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça vous rassure en termes de confiance. Si vous attaquez le polycopier de suite, vous êtes mort, vous abandonnerez.
Une fonction thermométrique peut être quadratique. Alors, quadratique, c'est un mot un petit peu ancien, c'est un mot, on va dire, post-bac, c'est tout simplement du second degré, d'accord? Un prénom du second degré. Donc, en fait, oui, dans le polycopier, on peut vérifier, si vous voulez, il y a un moment donné où on donne un exemple de fonction thermométrique, d'accord? Donc, de mesure de la température, qui peut être affine ou bien qui peut être du second degré, et donc C est une bonne réponse. On l'entoure. D, l'unité de la radioactivité, le degré, de mémoire, c'est le becquerel. D'accord? Donc la D sera invalidée, elle est fausse. Et puis là, un jour égal, alors là, c'est une question pourrie, hein, c'est vraiment une question pourrie. On sait que dans une heure, il y a 3600 secondes. Bon, on sait que dans un jour, il y a 24 heures. Alors il faut faire 24 fois 3600. Bon, alors, ce n'est pas si compliqué que ça si vous n'êtes pas trop mauvais en calcul et si vous faites du calcul mental rapidement. Parce que si je fais 24 fois 3 déjà, d'accord, on est à 72. D'accord? Et 24 fois 4, on est à 96. Donc, en fait, on voit qu'on sera plus près de 96 que de 72. Donc, en fait, ça sera faux. Là encore, de mémoire, c'est 86 400, la bonne réponse. D'accord? Donc, voici ici pour la première question. Ben, bienvenue en la partie mathématique la plus insupportable qui soit. Et donc, d'ailleurs, c'est une partie physique ici. Et donc, réponse pour cette première question, ABC. S'il y a des questions, n'hésitez pas, les enfants. D'accord? N'hésitez pas. Nous, on va à notre rythme, on continue tranquillement. D'accord? Deuxième question. Concernant la masse volumique. Alors là, c'est hyper intéressant parce qu'il faut un petit peu de culture aussi grammaticale, en quelque sorte. Sachez que le suffixe ic signifie un quotient. La masse linéique sera le quotient d'une masse par une longueur. La masse volumique sera le quotient d'une masse par un volume. Donc, on va avoir une masse divisée par un volume, mais nous avons vu tout à l'heure que le volume, sa dimension, c'était L puissance 3, et on n'écrit pas de division quand on fait les écritures dimensionnelles, on préfère employer les exposants négatifs. Je vous rappelle que 1 divisé par L puissance 3, c'est pareil que L puissance moins 3. Par conséquent, la dimension d'une masse volumique, c'est mL puissance moins 3. Il faut maintenant regarder les bonnes réponses, il faut la chercher dans les réponses proposées. Donc, ça n'est pas la A, ça n'est pas la B, oui, la C est bonne. Alors, une unité, on n'a pas dit l'unité du système international, on a dit une unité et alors ce L majuscule, intéressant, vous voyez, on a le L pour la dimension, ben le L majuscule, c'est le litre. Alors là encore, hein, il y a des arts, les hectares, les litres, vous avez plein d'unités secondaires qui sont utilisées au quotidien, mais qui ne sont pas forcément reconnues dans le cadre du système international, d'accord? Et du coup, bah, il faut faire avec. Hein. Donc du coup, non, je ne divise pas des litres par d'ailleurs, M, c'est quoi? C'est mètres. Donc ça n'a aucun sens. D'accord? On n'a pas la masse. La masse, je rappelle que c'est grammes ou kilogrammes, d'accord? Donc la D, c'est du n'importe quoi. Et enfin, la E, une unité est le gramme. Oui, d'accord, on a une masse divisée par un volume, donc gramme, kilogramme, hectogramme, ok, ça marche. Divisé par mètre au cube, et oui, mètre au cube, c'est bien une unité de volume. Donc, en effet, une des unités possibles pour une masse volumique est bien le gramme par mètre cube. Donc, deux réponses sont bonnes dans cette question, la C et la E. Et là aussi, conséquence supplémentaire, parfois, avec un petit peu de logique, un petit peu de culture générale, eh bien, on arrivera à trouver des bonnes réponses à moindre frais. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Question numéro 3. On considère une grandeur dont l'équation en dimension, bon, c'est le terme adéquat quand on travaille sur la dimension, est L2mt-2. Alors, vous avez compris comment ça fonctionne. Il y aura des choses à connaître par cœur. Et le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, en fait, vous devez les connaître par cœur, si bien que lorsque vous avez L2mt-2, vous savez exactement à quoi ça correspond. Nous, on va aller le chercher. On va aller le chercher. Hop là, on est ici. L2mt-2, eh bien, il est là. Il est ici. D'accord? Il est ici. Et donc, on voit que l'unité principale, c'est le joule, et que ça peut correspondre à trois choses. Soit un travail, soit une énergie, soit une quantité de chaleur.
Ces trois choses-là ont la même équation aux dimensions. D'accord? Ce qui veut dire d'ailleurs au passage qu'une équation de dimension peut correspondre à plusieurs entités hein, qui sont comparables, hein, qui sont pas exactement de la même nature, mais qui sont plus ou moins comparables. D'accord? Mais ce sont quand même des choses différentes. Le travail et l'énergie sont deux choses qui sont proches mais différentes. Donc, je reviens à ma question. Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies, j'ai peut-être une énergie. On a bien vu que ça pouvait être une énergie. Donc, bon, une énergie thermique. Okay. Une énergie électrique, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas physicien, mais il n'y a pas de raison. Hein. Un travail, bah, c'était clairement défini, ça, on l'avait vu. Une puissance, ah non, ça, c'était la ligne du dessous. Ça ne peut pas être une puissance. Et ça pouvait, bien sûr, être une quantité de chaleur. Donc, A, B, C, E pour la réponse à la question 3. Quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais bon, vous le voyez, c'est que ça n'est pas comme les QCM que vous avez en terminale, dans lesquels ils sont très, très, très gentils, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Non, non. Ici, on sait qu'il y a au moins une bonne réponse, mais vous ne savez pas combien il y en a. Donc, il y en a 5 au plus. Vous avez entre 1 et 5 bonnes réponses. Et puis, vous avez déjà dû jouer avec. Et sachez que chaque réponse, enfin chaque affirmation, a deux états possibles. Elle est soit juste, soit fausse. Ça veut dire que si, par exemple, admettons qu'il y ait une question avec une seule bonne réponse, ça sera le cas de la 4. Alors, on va aller jeter un coup d'œil à la 4 et on va voir de quoi il retourne. Alors, une ou plusieurs des assertions suivantes sont vraies, laquelle ou lesquelles? Une pression est homogène. Alors, homogène, c'est en gros comme proportionnel, d'accord, à un coefficient près, ok, au produit d'une énergie par une longueur. Alors, allons chercher cela. Il y a le mot énergie qui est partout. Et après, on voit qu'on a longueur, volume, surface, d'accord. Donc, il n'est pas si compliqué de voir comment ça fonctionne, parce que longueur, c'est du grand L, volume, c'est du grand L au cube, d'accord, et surface, c'est du grand L carré. Donc, on voit que cette question, quand on connaît bien son cours, on peut la faire très, très rapidement. L'énergie, c'est la question d'avant. C'est du L2, M, T-2. Ça, c'est l'énergie, d'accord? Ensuite, longueur ou volume ou surface, c'est donc du L, L carré et L au cube. Et donc, on peut soit faire un produit, multiplier, soit faire un quotient, diviser. Reste à savoir quelle est l'équation en dimension d'une pression. Donc, aujourd'hui, on n'est pas au point, donc je vais la chercher. Pression, 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 la voici. C'est du L-1, M, T-2. L-1, M, T-2. Donc, moi, je veux à la fin du L-1, M, T-2. On voit bien que le M et T-2 n'ont pas été touchés. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est passer du L au carré. On veut passer à L puissance moins 1. Comment fait-on pour passer du L au carré à L puissance moins 1? Eh bien, il va falloir diviser par L puissance 3, puisque, en effet, L au carré sur L puissance 3, d'accord, après simplification, il reste un L au dénominateur, ça veut dire que ça fait L puissance 2 moins 3 si vous préférez, L puissance moins 1. Donc, finalement, tout ça, ça se fait très vite hein, quand on connaît par cœur. Alors, surtout que la pression d'énergie, ce sont les premières lignes tableau, donc ce sont celles qui sont les mieux connues, hein, bien entendu, par les étudiants. Donc, du coup, ici, une pression est homogène au quotient d'une énergie par un volume. Et je cherche ma bonne réponse. La bonne réponse, c'est forcément la D. Alors, admettons, c'est ce que je voulais vous raconter tout à l'heure, admettons que quelqu'un se trompe et qu'il mette, la E à la place de la D. Si vous n'êtes pas connaisseur, vous allez croire que vous ne faites qu'une seule erreur. Et non, pas du tout. Vous en avez fait deux. Ça veut dire que non seulement vous vous êtes trompé parce que vous n'avez pas entouré la E, mais vous vous êtes trompé également parce que vous avez entouré la D que vous n'auriez pas dû le faire. Donc, vous voyez, chacune des affirmations a un statut. Elle est soit vraie, soit fausse. Et donc, il faut bien que vous regardiez ce qui se passe. Et si vous entourez la mauvaise réponse, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas une erreur, il y en a deux qui ont eu lieu. D'accord? Donc ça aussi, c'est assez intéressant à savoir, mais je pense que vous le saviez déjà.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? C'est bon pour tout le monde? Très bien. Question 5. La capacité thermique massique est la quantité d'énergie apportée par échange thermique pour élever d'un Kelvin la température. Alors, il y a un K majuscule, il n'aurait pas dû être, mais c'est une question de concours, donc je ne vais pas changer. De l'unité de masse d'une substance. Quelles sont les unités de cette grandeur dans le système international? Donc, vous voyez déjà cette question, elle pourrait faire fuir pas mal de monde. Ben, nous allons voir qu'il y a moyen, toujours grâce au tableau que je vous ai montré tout à l'heure, de nous en sortir. Donc, nous, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est capacité thermique massique. La capacité thermique massique. C'est ça qui va nous intéresser. Et on vous aide. On vous dit que c'est la quantité d'énergie apportée dans un échange thermique, d'accord, pour élever d'un Kelvin. Je ne sais pas si que ça soit une aide, ça, finalement. Quand on dit ça, qu'on n'est pas expert, je pense qu'on part en courant. Alors, on va regarder ce qu'on a dans notre tableau. Capacité thermique massique. La capacité, hop là, la capacité, donc on a capacité électrique qui est ici. Est-ce qu'on a d'autres mots capacité quelque part? Capacité, capacité, capacité. Alors, est-ce que vous voyez une quantité? Bon. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler sur l'énergie. On va travailler sur l'énergie et on va regarder ce qui se passe. Capacité, c'est une quantité de chaleur, donc on va travailler sur l'énergie, d'accord? Et on va avoir, donc on va travailler sur le joule. Et quand on revient, voilà, c'est la quantité d'énergie. Donc déjà à la base, on est sur l'énergie. L'unité, c'est le joule. Le ou là, je ne sais plus, d'accord? Et thermique, massique. Alors, c'est intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, le suffixe ic signifie qu'il y a un quotient. Donc, thermique, ça veut dire qu'on divise par une température. D'accord? Autrement dit, on va multiplier l'unité par un Kelvin puissance moins 1. Je vous rappelle que la division, c'est une puissance négative. Massique, ça veut dire qu'on va diviser par une masse, donc par des grammes ou par des kilogrammes. Donc, finalement, on observe que, hop, la E convient parfaitement. La E correspond bien à une énergie qui a été divisée par une unité de masse, qui a été divisée également par une unité de température. Donc la E, déjà, répond à la question. Le gros piège qu'il va y avoir, c'est qu'il est possible, il est probable qu'il y ait plusieurs bonnes réponses. Et en fait, on va revenir sur le tableau également, d'accord? Pour bien que vous le voyez. Alors tout ça, ça se fait dans les formations après. Hein. Une fois qu'on est tombé dans le panneau, je vous dis, une fois qu'on sait refaire les questions qu'on fait ensemble, on retient tous ces pièges-là. Hein. C'est notre job de vous montrer les pièges après. Hein. Alors, la joule, je veux dire là, ne m'en voulez pas si je me trompe, c'est L2M T-2. D'accord? Et on a le Newton. Et si vous regardez le Newton, c'est LM T-2. Et on voit qu'entre les deux, il n'y a qu'une longueur d'écart. Autrement dit, la joule, c'est le produit d'un newton par une longueur. D'ailleurs, on pourrait très bien retrouver des formules de cette façon-là. D'accord? Donc, LMT-2, je vérifie, L2MT-2, absolument, on a une multiplication par L. Donc, la joule, c'est du newton fois des mètres, par exemple, newton-mètre, hein, tout simplement. Et si je reviens sur mes propositions, on se rend compte qu'on avait une autre proposition qui proposait ça, newton, mètre, kilogramme moins 1. Et donc la C était aussi une bonne réponse. Alors après, on pourrait s'intéresser à chacune des trois autres et vérifier que ça ne fonctionne pas du tout. Mais ce n'est pas si compliqué que ça parce que ici, ça ne marche pas la D parce qu'on a du θ-1. Non, nous, c'est du Kelvin. Hein, donc, du coup, la D ne fonctionnait pas. Ensuite, la B ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas une division par des grammes ou des kilogrammes. Donc, la B ne fonctionne pas non plus. Et il ne restait plus qu'à voir voir la A. Et le problème dans la A, c'est que on parlait d'unité de masse. Et l'unité de masse, c'est le kilogramme. Voilà, tout simplement. D'accord? Et pas le gramme. Donc, c'est pour ça que la A est exclue. Et donc, les seules bonnes réponses sont C et E. J'ai une question. Oui, avec plaisir.
Et moi, pour la D, est-ce qu'on peut pas plus facilement dire que c'est faux parce que c'est une dimension et pas une Oui, unité? bien sûr, absolument, tout à fait. Moi, j'ai regardé la θ par rapport à la lettre K, c'est exactement cela. Et il y a beaucoup de pièges qui sont donnés d'ailleurs entre les unités, les dimensions, et à la fin, tout se mélange. Absolument, tu as tout à fait raison. La D, elle est invalidée directement parce qu'on a des dimensions. Moi, j'ai juste regardé la lettre, mais ça revient au même, et tu as tout à fait raison. D'accord? Très bien. Ok, Bravo. merci. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, du coup, on passe au deuxième chapitre, qui va être un peu plus mathématique, mais vous allez voir qu'il va être un peu bizarre. C'est ce qu'on appelle les conventions d'écriture des nombres. Et ce sont des conventions d'écriture des nombres en lien avec la physique. C'est ça qui est assez intéressant. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je vous relate une petite anecdote. Bon, moi, je suis un peu plus vieux que vous, hein, mais je ne suis pas encore trop vieux, mais je suis vieux. Moi, j'ai passé un bac C, vous vous rendez compte? Ça existait à l'époque, c'était génial ce bac. J'ai passé un bac C avant qu'il disparaisse, dans les années 90. Et du coup, je me souviens d'un truc, c'est que mon prof de physique, il m'avait donné un exercice, et à la fin, la réponse, c'était 4,50. Et moi, bah, moi j'étais matheux, hein. Moi je lui mets comme réponse 4,5. Et le prof de physique, il s'est régalé. Il m'a barré le 4,5 et tout. Il m'a enlevé tous les points, il m'a mis 0 à la question et tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, il attendait comme réponse 4,50. Et c'est là que j'ai compris la différence entre les maths et la physique. Tout dépend de la façon dont vous travaillez sur les chiffres. Si on travaille sur des nombres, sous-entendu les nombres exacts, les nombres tels qu'on les conçoit par la pensée, eh bien 4,5 et 4,50, c'est exactement la même chose, on est bien d'accord. C'est ce qu'on appelle un zéro inutile. Mais dans le cadre de la physique, eh bien 4,5 et 4,50, ça n'est pas la même précision parce que la plupart du temps, les nombres sont considérés comme des mesures. Et donner une mesure de 4,5, c'est une mesure qui est beaucoup plus imprécise que donner une mesure à 4,50. Et ça, c'est la notion de chiffre significatif. Et nous, on n'avait pas de cours là-dessus. Donc moi, j'avais compris ce problème-là sans comprendre la théorie qu'il y avait derrière. Et donc là, c'est assez intéressant à comprendre. Il faut vraiment faire la part des choses. On est encore un peu dans la physique ici. Et on va parler de chiffres significatifs. Et dans quelle mesure on peut se permettre d'arrondir des nombres pour faire des calculs. Et cet arrondi-là, ça va générer des effets boule de neige, mais comment est-ce qu'on va les maîtriser, etc., etc. Bon, et bien ça, on va le voir, et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. C'est encore un chapitre très, très simple, et nouveau, certes, mais très simple. Alors, je vais vous le montrer dans un premier temps, avec le PDF. On va aller le chercher. Vous allez voir, hein, il est assez lisible, celui-ci. Voilà, convention d'écriture des nombres. On vous donne des règles, d'accord. Est-ce que c'est là ou c'est un peu plus loin, peut-être? Oui, c'est là, tout à fait, d'accord, voilà. On vous donne des règles, on vous donne des exemples, vous voyez, il y a des exemples qui sont donnés au fur et à mesure, etc. Et donc, les nombres s'écrivent avec des chiffres arabes en caractère romain droit, d'accord, exemple de 2, 54, 1730, vous avez vu le polycopier qu'on avait fait, c'est sur horreur. On vous parle des parties décimales, des parties entières, etc. Et donc, je pense que je ne suis pas encore au bon endroit. Voilà. Ici, c'est pas mal. Les chiffres significatifs. La précision d'une mesure d'un phénomène physique ou biologique se traduit par l'expression du résultat par le nombre de chiffres dits significatifs. Si on vous dit 125,7 grammes, eh bien, nous sommes en présence de 4 chiffres significatifs. Il n'y en a qu'un qui est après la virgule, mais il y a 4 chiffres significatifs au total. D'accord? Et si on travaille sur le nombre 125,712, il y aura 6 chiffres significatifs. Bon, jusque-là, je pense que c'est clair pour tout le monde. De façon générale, les chiffres significatifs sont tous les chiffres différents de 0, les zéros placés entre les chiffres, et c'est là la nouveauté par rapport à l'anecdote que je vous racontais, les zéros placés derrière les autres chiffres quand ils sont le résultat d'une mesure. D'accord? Et là, ça devient intéressant. C'est pour ça que 4,50 n'était pas la même chose que 4,5 dans l'anecdote que je vous avais relatée. Alors, voici quelques exemples où les chiffres significatifs sont en gras. 2, 45, 0,203, 0,00457. Eh bien, voyez-vous ici, dans 0,203, vous n'en avez que 3 de chiffres significatifs, pas 4, 3. Et dans 0,00457, vous n'avez que 3 chiffres significatifs. Hein, d'accord? Les zéros avant ne comptent pas. Ensuite, si on prend la troisième ligne aussi, elle est assez intéressante. Si on vous dit 42 300 environ, eh bien, il n'y aura que 3 chiffres significatifs, le 4, le 2, le 3. Si on vous dit 42 300 exactement, il y aura 5 chiffres significatifs. Voilà.
D'accord? C'est ce genre de petits détails-là. On lit, voilà, vous voyez ici, c'est très bien. 600 000 habitants environ, il n'y en a qu'un, c'est 6. Mais si je vous dis 600 000 habitants exactement, il y en aura 6 de chiffres significatifs. Voilà, etc., etc. Et c'est assez intéressant. Donc là encore, il y a une partie polycopie à lire ou quoi. Donc moi, je vais vous montrer quelques petites astuces. D'accord? Je vais rentrer dans quelques détails quand même, il ne faut pas croire. Hein. Alors, première question. Toutes les questions sont de type concours, hein, de type anal. Pas forcément des annales qui sont tombées, mais elles sont toutes de type anal. Une ou plusieurs des assertions suivantes sont vraies, laquelle ou lesquelles. Les chiffres différents de 0 sont des chiffres significatifs. Ben, on l'a lu, hein, d'accord, c'est parfaitement exact. La A, de suite, c'est très rapide, hein, en lecture directe. Ça, quand on parle de cours, c'est vraiment super rapide. En lecture directe, ça se fait. À l'heure actuelle, il y avait 20 QCM pour 30 minutes, donc vous avez une 30 par QCM. Bah, ça, vous le faites en lecture directe, c'est-à-dire au bout de 20 secondes, passez à la suivante. Les zéros placés entre les chiffres ou devant les autres chiffres, quand ils sont le résultat de la mesure, sont des chiffres significatifs. Regardez comme c'est vicieux. Ce n'était pas devant, ça ressemble presque à ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais c'était derrière 4,50, c'est derrière le zéro, et pas devant. Et donc là, il y a un piège. Il y a presque tous les mots qui sont bons, mais il y en a un qui est venu et qui est de travers. Le B est faux. La mesure 7,012689 possède 5 chiffres significatifs. Ben non, non parce qu'il y a un 7. Donc, il faut tous les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la C est fausse. 0,004217 possède 4 chiffres significatifs. Oui, sans souci, parce que les zéros qui sont avant ne sont pas comptabilisés comme des chiffres significatifs. Et lorsqu'on dit 12 000 étudiants environ, on a 2 chiffres significatifs. Oui, le 1 et le 2. Donc, réponse ADE pour cette première question du second chapitre. Y a-t-il des questions? Très bien. Et bien maintenant qu'on a compris la notion de chiffre significatif, eh bien on va apprendre de façon physicienne à faire des calculs avec les valeurs approchées, avec les mesures approchées. Et pour ça, c'est très simple. Vous avez les recettes de cuisine. Alors, quand je dis que c'est très simple, chaque chose de façon isolée est abordable, mais quand on ne sait pas les regarder, c'est illisible, bien entendu. Alors, il faut aller chercher la recette de cuisine. Et la recette de cuisine, ben, elle est là. Et moi, je vous l'ai remise dans le résumé de cours, bien entendu. D'accord? Eh bien, on vous dit de arrondir tous les autres nombres à n plus 1 chiffre après la virgule. Donc déjà, ça veut dire qu'il ne faut regarder que des chiffres après la virgule. On vous dit d'effectuer les opérations et on vous dit à la fin d'arrondir à n chiffres après la virgule. Donc, il faut arrondir à n plus 1 chiffre après la virgule. N, c'est le plus petit, hein, c'est le plus petit nombre de chiffres significatifs. Et à la fin, le résultat aura n chiffres après la virgule. Revenons sur notre énoncé. 12,3456, 3,74, 250,321, 72,90, 76. Je n'effectue pas le calcul en physique. D'abord, je repère le nombre qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs après la virgule. C'est 3,74. Et il en a deux. Il a deux chiffres significatifs après la virgule. Ce qui veut dire que les autres, je dois les arrondir à 3 chiffres significatifs. Alors, 250,321 est déjà arrondi à 3 chiffres significatifs, mais 12,3456 deviendrait 12,346. 72,9876 deviendrait 72,988. Après, on effectue le calcul, et à la fin, on retient seulement 2 chiffres significatifs. Et c'est là que c'est intéressant parce que regardez comme la question est posée. Finalement, vous avez à chaque fois un nombre qui est proche de 339. Donc, voyez-vous, on ne vous demande pas de faire le calcul. Attention, n'oublions pas, il n'y a pas de calculatrice. Hein. Donc, les questions chronophages, il faut faire très très attention. Et en général, on ne vous pose pas de questions de calcul. Donc ici, il ne fallait pas calculer. Je me moque de savoir à combien c'est égal. En fait, la question vous est posée pour savoir si vous connaissez la méthode. Dans la méthode, on arrondit à 3 chiffres significatifs après la virgule les autres nombres. On effectue le calcul, mais à la fin, la réponse aura 2 chiffres significatifs après la virgule. Et là, si on regarde bien, il n'y en a qu'un qui possède 2 chiffres significatifs après la virgule. C'est la réponse C. C'est génial ce genre de petites questions. Et on voit que quand on connaît le cours correctement, ben, bim, on arrive à répondre à la question très vite, très très vite, parce qu'il n'y a pas de calcul à faire, parce qu'on a compris qu'on vous interrogeait sur la méthode.
Voilà comment ça fonctionne. D'accord? Donc, dans le cours, on vous apprend à faire des additions. On vous apprend à faire des calculs également avec des puissances. Et donc, vous avez une recette. Vous avez une recette avec les puissances. Hein. On peut l'avoir. Hein, voilà. Donc, vous avez des exemples et tout, etc. etc. Et vous avez, voilà, ici, vous avez des exemples. Pour les puissances, ramenez tous les résultats de mesure en fonction de la plus haute puissance de 10 avant de procéder à la démarche précédente. Voilà, donc si vous avez du 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5, ça veut dire qu'il faut tout mettre avec du 10 puissance 5. Et une fois qu'on a tout mis avec du 10 puissance 5, on applique la recette qu'on a vue tout à l'heure. Et à la fin, donc, on aura dans ce cas-là un chiffre après la virgule, et donc la réponse sera 8,4 fois 10 puissance 5. Donc on voit que c'est tout à fait abordable. Et donc là, moi, je vous propose une question sur les puissances de 10. Donc, question numéro 3, on va procéder donc à cette… alors, vous n'avez pas la même, en fait. J'ai dû charger un mauvais document. Et ça m'agace. Est-ce que vous avez celle-ci ou est-ce que vous en avez une autre? Parce que j'ai voulu, en fait, j'ai modifié quelque chose et je ne sais pas si je voulais transmettre ou modifier. La question 3, est-ce que c'est la même que vous avez ou c'en est une autre? La même que quoi? Que celle que vous avez sous les yeux. La question 3 qui est ici. Oui, Vous avez la même? la même que vous. Je ne sais pas, on a 125, 541, 10 puissance moins 2. D'accord. Les documents, je vous les ai transmis dans la semaine. Ah, ok, d'accord. Est-ce que vous avez les documents avec Il vous? y avait que moi, j'ai eu un support cours, c'est tout. On n'a pas le QCM On dans n'a les pas documents. ouais, c'est ça, on n'a pas eu le QCM, on a eu qu'un support de cours. Ok, d'accord. Ok. Bon, le QCM, il vous est fourni en théorie. Donc, c'est peut-être moi qui ai commis une erreur, d'accord? Alors peut-être qu'il est à la fin du support de cours, je ne sais pas, mais j'imagine qu'ils sont séparés. Moi, je les sépare en général. J'envoie deux documents Ouais. différents, mais ce n'est pas impossible qu'ils aient été fusionnés. Donc, Je vais vous l'envoyer sur le groupe. Hein. Ok, d'accord. Merci. C'est mon erreur. Non, mais ça va, c'est pas grave, d'accord. Bon, écoutez, pour l'instant, parce que la question, c'est que j'avais fait quelques petites modifications et vous avez compris que pour préparer le cours, en fait, moi, j'utilise une plateforme pédagogique où j'ai la main sur énormément de choses. Donc là, j'ai voulu m'adapter et je pense que j'ai pris c'est ma faute, hein, je pense que j'ai pris le mauvais document. Il faut juste que je vérifie quel document vous avez. On y reviendra sur la question 3 si vous permettez, le temps que M. Luz vous donne tout ce qu'il faut. J'attaque la quatrième question, en espérant que ce soit la même, parce que vu que j'ai apporté quelques améliorations, hop là, hop là. La question 4, eh ben non, ce n'est pas la même non plus, ça m'agace. Ça m'agace. Quelles sont la 5, c'est la même, et la 6, c'est la même. On peut faire la 5 et la 6 en attendant, et on verra si la 3 et la 4… Ah ben c'est bon, il nous a envoyé. Oui, alors vous regarderez après. Je fais d'abord la 5 et la 6, d'accord? Ok. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, hein, le but du jeu, c'est que ça dure à peu près 1h15, 1h30 maximum, et je pense que je vais réussir à m'y tenir. Eh bien, nous allons aborder un petit paragraphe qui est très sympathique, culturel, et qui est très apprécié des étudiants. Donc, c'est la notion de multiples et sous-multiples dans le système international. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure avec la notion de kilo, qui voulait dire fois 1000, mais en fait, on vous demande de connaître, bien entendu, tous les multiples et sous-multiples, sachant que parmi vous, peut-être qu'il y en a qui feront de la recherche et qui iront vers l'infiniment petit. Et donc, ça s'apprend par cœur. Déca, ça va, on a encore des souvenirs de primaire. Hecto, pourquoi pas, ça marche encore, fois 100 kilos. Méga, ça passe encore, parce que mégaoctet, avec la notion d'informatique, on peut peut-être s'en souvenir, c'est millions. Giga, c'est milliards. Téra, on y est dedans, les téraoctets. Mais ce qui va être intéressant, c'est de connaître les suivants. Péta, hexa, zeta, iota. Et si je vais vers le petit, déci, centimilli, ça passe. Micro, c'est millionième. Nano, la nanotechnologie, c'est milliardième. Et puis après, on va encore plus loin. Pico, femto, atto, zepto, yocto. Je vous laisse imaginer qu'il faut moins de 5 minutes pour apprendre tout ça lorsqu'on a une bonne mémoire, d'accord? Mais c'est super intéressant. Et donc, je vous ai proposé un ou deux petits QCM dessus, d'accord? Donc ça, ce sont des questions vraiment, quand ça tombe en concours, qu'on soit bien d'accord. Hein. Presque tout le monde va faire juste. Si vous faites faux, vous perdez des places parce que vous avez fait faux. Donc, nous, quand on fait une préparation, on a un double challenge. Si la question est normale, la faire juste, parce que vos concurrents vont, pour la plupart d'entre eux, réussir à la faire. Et lorsqu'on tombe sur une question un peu plus complexe, réussir à la faire quand les concurrents n'arriveront pas à la faire. Vous voyez, il faut vraiment jongler sur ces deux tableaux-là. Donc, sur les questions 5 et 6, on est sur des questions que des gens sérieux vont réussir à faire sans trop de problèmes. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes?
Eh bien, un zétagramme est égal à 1 million de pétagrammes. Alors, on peut aller regarder rapidement la réponse, hein, c'est hyper intéressant. 1 million de pétagrammes. Donc, péta, c'est 10 puissance 15. 1 million, il faut que je rajoute une puissance 6, hein, puisque je multiplie par 1 million, c'est 10 puissance 21. Et là, on découvre qu'on a bien un zeta. Donc, zeta, c'est bien 1 million de péta. D'accord, en quelque sorte. Donc, du coup, parfait, bah, ça fonctionne bien, mon truc, là. Et donc, la A est une bonne réponse. En termes de puissance d'ordinateur, ce qui vient après le gigaoctet est l'hexaoctet. Ben non, on a vu que c'était le téra, d'accord? Donc, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Ensuite, l'attomètre est égal à 10 puissance moins 21. Bon, ben voilà, vous l'avez compris, hein, c'est du par cœur. Je connais mon tableau. Atto. Non, atto, c'est 10 puissance moins 18. 10 puissance moins 21, c'est zepto. Donc, du coup, ça ne le fait pas. Là, c'est EFOS. Yoctoseconde, c'est 1 milliardième de picoseconde. Ça veut dire pico et j'enlève encore 9 dans l'exposant. 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Milliardième, c'est 10 puissance moins 9. Eh ben, on va aller regarder. Le pico, il est où? Il est là. Si j'enlève 9, ça fait moins 21. J'obtiens du zepto et pas du yocto. Donc, c'est faux. Donc, c'est faux. La D ne convient pas. Et le femtonewton, c'est 10 puissance moins 15 newton. Ben, on va aller regarder. Hop là, le femto, 10 puissance moins 15. Le compte est bon. Donc, en effet, la E sera juste. Voilà. Et enfin, vous pouvez avoir des questions comme la 6, où on peut mélanger les notions de métrologie qu'on a vues tout à l'heure avec les unités, et aussi les suffixes, les multiples et sous-multiples. Et donc là, par exemple, on parle du gigapascal. Alors du coup, il faut se souvenir de ce que c'est qu'un pascal. Alors du coup, on va aller regarder le tableau, chercher Pascal, voir quelle est son équation de dimension, et du coup, on va pouvoir après savoir quelle sera la bonne formule. Donc, je vais chercher le Pascal dans mon tableau. Hop, il est où, il est. Alors, on s'en rapproche. Voilà. Le Pascal, ok, la dimension, c'est L-1, M, T-2. Je retiens L-1, M, T-2. Donc, L-1, M, T-2. Donc, déjà, premièrement, je vais avoir du second de moins 2 qui va traîner. Bon, ça m'arrange moyennement parce qu'ils ont tous du second de moins 2 dans les réponses. Donc, ça ne me permet pas de trier. Je vais avoir du kilogramme. Alors, je pourrais avoir du gramme aussi. Ça, du coup, c'est assez intéressant. On jettera un coup d'œil également sur les changements d'unité. Donc, je vais chercher pour l'instant du kilogramme en restant dans le système international. D'accord? Donc, pour l'instant, je ne trancherai pas sur le gramme. Et sur le kilogramme, bon, d'accord, ok, on est bon. Kilogramme, c'est bon. Seconde moins 2, c'est bon. Et L-1, c'est mètre moins 1. Donc, en fait, on se rend compte que kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 2 correspond exactement à l'unité correspondante à un pascal. Et par conséquent, on vous demande giga, à quoi ça correspond. Et 1 giga, c'est 10 puissance 9. Donc, du coup, il n'y a aucun piège. C'est B la bonne réponse. Voyez-vous, grâce à l'équation de dimension, j'ai vérifié que kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 2 correspondait bien à l'unité normale. Donc, giga, c'est un multiple qui signifie 10 puissance 9. C'est la réponse B. Dans cette question, il y a une petite astuce supplémentaire. C'est que se passe-t-il si je transforme les kilogrammes en grammes et les centimètres en mètres? Alors ça, c'est assez intéressant parce que sachez que ça existe et qu'on a des systèmes en fait d'unités. Le système du système international, c'est MKS. MKS, donc c'est masse MKS. Donc oui, c'est ça, c'est mètre, kilogramme, seconde. Et on a le CGS. CGS, centimètre, gramme, seconde. Donc, on a des systèmes comme ça, des sous-systèmes qui peuvent être utilisés dans plein de choses, d'accord. Et puis, bon, ça, c'est des choses que vous-même, vous avez manipulées au quotidien, parce que lorsque vous utilisez une vitesse en km par heure au lieu de mètres par seconde, eh bien, vous ne saviez pas qu'avant, km par heure n'était pas une unité du système international. Donc, du coup, les changements d'unité et les systèmes de changement d'unité ont toujours existé. Ce n'est pas dérangeant. Alors, la question, c'est comment je fais maintenant pour passer de l'un à l'autre?
Alors moi, je connais la bonne réponse, c'est B. D'accord, c'est 10 puissance 9. Maintenant, je ne veux pas kilogramme, je veux gramme. Mais kilogramme, c'est 10 puissance 3 grammes. Voilà. Et ensuite, je ne veux pas mètre, je veux centimètre. Pardonnez-moi. Mais centimètres, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Avec un moins 1 par conséquent. Et enfin, seconde moins 2. Eh bien, j'ai tout écrit sous vos yeux. On n'a plus qu'à regrouper les exposants entre eux en appliquant les règles de calcul de puissance que vous connaissez depuis la classe de 4e. Alors, désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. D'abord, 10 puissance moins 2, puissance moins 1. Vous savez qu'une puissance de puissance, les exposants se multiplient entre eux. Donc, ça revient à faire un 10 puissance 2. Ensuite, je vais donc avoir 10 puissance 9. Voilà. Alors, je rectifie une coquille de suite. C'est 10 puissance plus 2 centimètres. Voilà. Et oui, puisque je veux transformer les mètres en centimètres. Donc, ce n'est pas 10 puissance moins 2. C'est 1 centimètre qui fait 10 puissance moins 2 mètres, mais 1 mètre fait 10 puissance 2 centimètres. Donc, du coup, ça fait 10 puissance 9 fois, je reviens sur du rouge, comme ça au moins on voit, 10 puissance 3 fois, et donc j'ai dit que puissance de puissance, les exposants se multiplient entre eux, ça fait fois 10 puissance moins 2. Et par conséquent, on obtient 9 et 3, 12, moins 2, 10. 10 puissance 10. C'est eux la bonne réponse. 10 puissance 10, grammes, centimètres, moins 1, seconde, moins 2. Alors, vous voyez, bon, voilà, quand on voit ça, quand on le découvre comme ça, en 30 secondes, on le fait en direct ou quoi. Alors, en général, le but du jeu, c'est que vous ayez des exercices à l'avance, que vous essayez de les faire un petit peu, d'accord? Et quand on vient, on répond aux questions, on progresse, et puis après, on approfondit. Vous voyez, ce petit système-là, c'est un système assez important. Alors, nous, on est bien sûr sur une séance de découverte, de sensibilisation, en quelque sorte, hein, d'où mon diaporama de début de séance. Mais sachez qu'en général, on n'est pas dans la passivité. Voilà. Il y a un travail de préparation, un travail préparatoire. Pendant le cours, on construit le travail préparatoire, on regarde des petites astuces et ensuite, on approfondit. Il y a vraiment 3 mouvements. Okay, donc, du coup, c'est sûr que si on découvre ça maintenant, ça va paraître… Mais non, en réalité, non, de façon posée, de façon anticipée, ça fonctionne très, très bien. Voilà, donc réponse B et E pour la question numéro 6. Alors, il nous reste à revenir sur la question 3 et 4. Et donc, les questions que je me posais, c'était est-ce que ce sont les mêmes qu'on a ou pas? C'est ça qui m'intéresse. La numéro 3, vous avez quoi, s'il vous plaît, dans la question numéro 3? Moi, j'ai 125. Moi, j'ai pareil, en fait. Tu as pareil. Bon, ben Ouais. c'est dommage. C'est moi qui ai fait une rectification et je ne l'ai pas abordé correctement. Ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc, du coup, ici, eh bien, on avait dit qu'il fallait se mettre à la puissance la plus élevée, à savoir 10 au carré. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir un 0, je ne sais pas si vous êtes tous au point sur les puissances de 10, hein, d'accord, 914 fois 10 au carré. On peut vérifier en allant à l'envers. Si je fais une multiplication par 100, vous savez que la virgule se déplace de 2 rangs vers la droite, et donc on en retombe bien sur 9,14. Et le nombre de gauche, donc, c'est 125, donc il y a un fois 10 puissance moins 2, donc la virgule, elle doit aller vers la gauche 4 fois. Donc on obtient un 0, voilà, on va y arriver, 0,6 puissance moins 2, ça fait, tac, 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 0,0125541. Je vais un peu vite. D'ailleurs, j'espère que je ne fais pas de coquilles parce qu'on est tous déjà un peu fatigués maintenant. Mais je pense qu'on va être bon. Voilà, si je fais fois 10 puissance 4, on retombe bien sur la bonne réponse. Donc, fois 10 puissance 2. Donc, en résumé, une fois que tout a été mis sous le 10 puissance 2, donc dans celui que j'avais prévu initialement, je vous demande pardon et je l'avais simplifié, hein, si vous voulez tout savoir, parce que c'est la méthode qui compte, hein, tout simplement. Donc, du coup, il faut regarder le nombre qui a le plus petit, alors le nombre de chiffres significatifs le plus petit après la virgule. Et donc, du coup, ici, c'était 0,0914, donc il y en avait 4. Voilà. Donc ensuite, dans le protocole, si vous vous en souvenez, on arrondit à 5 chiffres significatifs les autres après la virgule, d'accord? Et à la fin, on aura 4 chiffres significatifs après la virgule. Donc, du coup, forcément, la réponse est A. Obligatoirement.
Ah, c'est obligatoire. D'accord? Donc, bon, voilà, ce petit 3-là, c'est un petit gadget. On aura l'occasion de le revoir si jamais c'est toujours d'actualité la prochaine fois et on le regardera un peu plus précisément. Donc, voilà pour cette question 3. Et du coup, normalement, vérifiez, mais normalement, la question 4, vous devriez avoir la même que celle que je vous diffuse. Donc, la voici. Voilà. Et donc là, on a une multiplication. Alors, pour la multiplication, je vous montre juste la petite astuce pour terminer notre séance. Elle va se trouver ici. Vous avez un petit tableau avec, voilà, un petit tableau avec des multiplications qui sont ici. En fait, ce n'est pas si compliqué que cela. On regarde cette fois-ci le nombre de chiffres significatifs. Mais attention, pas nécessairement après la virgule. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand vous faites des multiplications de nombres à virgule, je vous signale, vous ne mettez pas les virgules, vous faites une multiplication et vous mettez les virgules à la fin. D'accord? Donc ici, attention, petite nuance avec l'addition et la soustraction, on ne regarde pas le nombre de chiffres significatifs après la virgule, on regarde le nombre de chiffres significatifs au total. Donc, par exemple, 414,54, il y en a 5, et 2,5, il y en a 2. Comme tout à l'heure, on arrondit à n plus 1 chiffre significatif, ce qui veut dire que 414,54 va devenir 415, 1, 2, 3 chiffres significatifs, au lieu d'en avoir 5. On effectue la multiplication donc en physique, d'accord? Et enfin, il va y avoir une petite astuce. Alors, la petite astuce, c'est que quand vous posez la multiplication, vous avez le 5 qui multiplie par 415, ensuite le 2 qu'on multiplie par 415, et à la fin, vous faites des additions, on fait des sommes. Donc 5 plus 0, 7 plus 0, 0 plus 3, 2 plus 8. On appelle ça des sommes partielles. Okay, le 2 plus 8, c'est la dernière somme partielle. Lorsque la dernière somme partielle change d'unité, c'est-à-dire qu'on était sur des centaines avec 400 et là on passe à des milliers, eh bien ça veut dire qu'il faudra garder non pas 3, mais 4 chiffres significatifs. C'est-à-dire que le changement au millier, il faut en tenir compte et ça ne remet pas en cause la simplification qui avait lieu auparavant. En revanche, dans le deuxième exemple, 415 fois 1,5, on voit que la dernière somme partielle 2 plus 4 égale à 6 ne change pas les unités, on est toujours sur des centaines. Et donc là, ça veut dire qu'on gardera 2 chiffres significatifs puisqu'on était sur du 2,5. Je ne sais pas si je ne me suis pas mélangé les pinceaux, il fallait prendre 3 tout à l'heure et 2 maintenant. Et donc 1037,5, lorsqu'on prend 3 chiffres significatifs, ça fait 1040. 1, 0 et 4, puisqu'on arrondit à 4, puisqu'il y a un 7 derrière. Donc, ça fait 1040. Et dans notre cas, 2 chiffres significatifs, ça veut dire qu'on arrondit à 620. Alors, 11h30, je sais qu'on est fatigué et tout, donc bon, là encore, c'est juste une petite découverte. En gros, ici, quand on a 0,4014 fois 12,3, 4 fois 1, ça fait 4, de façon assez simple. Il n'y aura pas de dernière somme partielle supérieure à 10, ça veut dire qu'on ne va pas changer les choses. Et donc, du coup, lorsqu'on fait le travail, on va garder le plus petit nombre de chiffres significatifs. Ici, on avait 12,3. La réponse que j'attends doit avoir 3 chiffres significatifs. Et 3 chiffres significatifs, alors, ici j'ai mis un piège, je ne suis quand même pas sympa du tout. J'ai mis 2 réponses possibles, la C ou la D. Ce qui veut dire qu'il faut effectuer le calcul. Ça veut dire qu'on va avoir du 0,4, d'accord, fois du 12,3. Et on va poser la multiplication et on va s'arrondir à 3 chiffres. Donc 4 fois 3, 12 et je retiens 1, il va y avoir un 9, 4 fois 1, 4. Donc ça sera 3 chiffres significatifs, c'est 492. Voilà, 4,92, réponse D. On aurait pu s'en douter parce qu'on avait une réponse dans l'énoncé, mais des fois, moi, je connais des énoncés où il y a quand même des pièges qui sont tentés, où il faut refaire un petit calcul rapidement pour voir si l'arrondi a bien été respecté. Bon, désolé pour avoir accéléré un petit peu sur les 3 derniers points, mais c'est vrai que la prochaine fois, vous aurez les QCM à l'avance, d'accord, pour pouvoir essayer d'y réfléchir, pour pouvoir jouer un petit peu avec le cours, etc. Et comme ça vous permettra d'être plus participatif et de poser davantage de questions. Je reviens à vous. Y a-t-il des questions sur ce que nous venons de faire? Moi, j'ai une question. C'est pas, enfin, c'est sur les chiffres significatifs, mais c'est sur les nombres transcendants. Nombres transcendants, oui. Parce qu'en fait, bonjour tout le monde. Ils nous disent de prendre le plus petit nombre de chiffres significatifs. Donc là, on en a 4.
Ouais. Mais dans le nombre transcendant, donc là c'est pi, on prend 4 après la virgule. Alors que quand on a pris le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'était... non, c'est l'inverse. Quand on a pris le plus petit nombre de chiffres significatifs dans le calcul, c'était 3 après la virgule. Et dans les nombres transcendants, bah, bon, je me suis mélangée, mais en gros, c'est pas pareil. Je sais pas si vous voyez où c'est dans le cours, c'est page 32. Alors, je vais y aller, il n'y a pas de souci. Le cours, le tome normal, on est d'accord, hein? Oui, je pense que j'ai la même version que vous. Moi, j'ai 2019. Parfait, on va y aller de suite. Toi, tu as 2019, c'est bien, mais ça doit être les versions comparables. Tu m'as dit page 32. Oui. Ok, j'y vais de suite. Page 32. Alors, à quel endroit? Dis-moi tout. Alors, je crois que C'est bien, dis donc, tu es super sérieuse, ça fait plaisir. Alors, à j'ai quel pas endroit? Dis-moi. comme vous. J'ai pas comme vous. On ne doit pas être très loin, de toute façon. Vous voyez le tableau où il y a tous les multiples et sous-multiples, c'est la page juste avant. La page avant les multiples et sous-multiples. Enfin, dans mon poly, c'est comme ça. Ok, bon, on va y aller, hein. Voilà, c'est ça le cas de pi? Oui, voilà. Vous voyez, D'accord. dans l'opération, donc on prend le plus petit nombre de chiffres significatifs qui est n. Ah, ben non, en fait, c'est moi qui était à l'ouest. Non, il y en a bien 4 et il y en a 4. Non, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est moi. C'est bon? Désolée. Non, mais non, il n'y a pas de souci. Au contraire, moi, je suis fier quand on a des élèves qui sont aussi pointus que ça. C'est le but du jeu, hein. Aucun problème. Ah Euh, non, 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 en fait non, il y a alors, vraiment un truc que je ne comprends pas, désolée. vas-y. Mais il y a marqué, donc on prend le plus petit nombre de chiffres significatifs, donc n égale 4. Donc 1,203, c'est n égale 4. Donc on a 4 chiffres en tout. Et Oui, quand on prend pi, on prend 4 chiffres après la virgule. Donc oui. voilà, c'est ça que je ne comprenais pas. C'est que dans le calcul, il y a 4 chiffres significatifs dans le chiffre en entier. Et quand on prend pi, on prend 4 chiffres après la virgule. Est-ce que là, on regarde après la virgule? Parce qu'on est dans la multiplication, tu es d'accord avec moi? Oui, ah ben voilà, Donc, dans il ne la faut pas regarder multiplication, après on la prend le chiffre virgule. en entier. Ok. Tu es d'accord avec moi? Là, Ouais, le après la virgule, c'est que pour l'addition et la soustraction. ok. Donc, du coup, ici, si tu regardes bien, pi, il a bien 5 chiffres significatifs. Ouais, ok. Ah, ok, C'est ça. d'accord. Voilà. C'est le petit piège qu'on a vu tout à l'heure. Et tu as vu, c'est assez pourri, hein. Le après la virgule ne fonctionne que pour l'addition et la soustraction et pour les coups des puissances que j'ai évoqués avec vous. Et Ok, ici, en fait, c'est le nombre total de chiffres significatifs, hors virgule. d'accord. Donc, je Ok, pense que le compte est bon. ok, merci. Avec grand plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Enfin, moi, j'ai pas compris juste la question en fait qui a été posée. J'ai pas compris la réponse. Pourquoi c'était. Enfin, moi, je comprends pas du coup pourquoi c'est bon. Alors, laquelle de question? Quel Mais numéro? juste là, enfin, quand on parlait de pi, enfin, pourquoi c'est pas 4 qu'on prend? N égale 4. On prend n égale à 4, mais après, tu arrondis les autres nombres à n plus 1 chiffre significatif. Tu vois, tu prends une précaution si tu préfères. Donc, Ok. ça veut dire qu'on arrondit tous les autres à 5 chiffres significatifs. C'est la même chose. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important scientifiquement. Tu prends la mesure la moins précise et les autres, tu prends une précaution de plus. Tu comprends? Une unité de Ok. plus. Donc, du coup, le 4,1357, il doit avoir 5 chiffres après il doit prendre 5 chiffres et le 3 et le pi, c'est 5 chiffres également. D'accord? Ah oui, et à la fin, c'est n égale 4. Ok. Oui, à la fin, on revient sur le 4. Hein, souviens-toi, on regarde le plus petit nombre, on arrondit les autres à n plus 1 et après, on fait n à la fin. Ok. Le protocole à respecter. Là, c'est que pour les produits, ça, du coup. Enfin, Oui, pour les produits. produits, mais ça marche aussi avec les racines carrées, ça marche avec des calculs complexes en général. Ok. Merci. Ben, je t'en prie. D'ailleurs, ça doit être marqué après le coup des racines carrées à un moment donné, mais c'est la même philosophie hein, pour les calculs un peu plus complexes en fait. C'est écrit avant. Voilà. Hein, pour la racine carrée. Voilà. Après, il y a des pièges aussi. Il y a des questions de concours qui sont pièges. Si ça intervient dans une opération, alors il faut arrondir un chiffre de plus. Si ça n'intervient pas dans une opération, ça veut dire qu'on considère la valeur entre guillemets exacte. Donc l'arrondi n'est pas la même. L'arrondi, c'est la même que celle que vous avez vue à l'école. Donc il y a des petits pièges comme ça aussi, vous voyez. Voilà. Donc là, dans le cas d'une racine carrée, par exemple, on arrondit à 4 chiffres significatif lorsqu'il n'y a pas de souci, lorsque c'est simplement le nombre qu'on considère. Mais si c'était dans une opération,
Souvenez-vous qu'il faut arrondir à n plus 1 chiffre significatif, et c'est la raison pour laquelle ici, vous avez 5 chiffres significatifs au total, si c'est dans une opération. Donc, là, il y a des petits pièges comme ça au concours qui sont posés. Mais je suis assez épaté là sur le coup. Vous avez déjà passé une année? Vous êtes déjà entraîné comment pour poser des questions aussi pointues? Bravo, hein? C'est bien, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais aussi une question. Est-ce que, au niveau des dates dans les textes, enfin, des découvertes et tout, c'est à retenir? Repose-moi ta question, s'il te plaît. Parce que des fois, il y a des dates dans les textes de Ouais. chercheurs ou Oui, dans des c'est trucs différent. Alors, en général, c'est les dates, on va dire, les dates genre les décrets légaux en France, tu vois, Oui, genre voilà. 1962, 1900. Oui, il y a des choses à retenir. Ok. Et franchement, moi, je maintiens que la stratégie de travail, c'est de faire les QCM que tu auras à la fin. C'est-à-dire que tu vas en avoir plein et ça va vraiment, ça va pas survoler, hein. Ça va vraiment travailler le texte en profondeur. Il y aura quelques petites zones d'ombre, mais quand tu reliras le polycopié dans un deuxième temps, ces zones d'ombre, tu arriveras à les compléter. Si tu commences maintenant à passer 10 minutes pour apprendre une date comme 1975 ou 1962, tu perds du temps dans l'esprit du concours. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Mm. Voilà, c'est mon sentiment. D'accord? C'est mon sentiment parce que tu vas l'apprendre et tu auras une chance sur 1 million de l'exploiter à la fin. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense sincèrement que pour la partie maths, il vaut mieux savoir refaire les QCM que vous aurez, mais il faut que vous en ayez un paquet de QCM, bien sûr. Il faut que vous en ayez un paquet, et donc tu refais les QCM, tu apprends à les refaire, et après tu lis le cours, et ça marche beaucoup, beaucoup mieux de cette façon-là. Sans ça, c'est trop chronophage, hein. C'est infaisable, hein. C'est vraiment infaisable autrement. Voilà, Ok, merci. avec Merci. plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Vous êtes extra. Ça fait 20 mois, mais c'est bien. La dernière fois, vous n'étiez pas intervenu du tout. D'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Impeccable. Merci beaucoup. Ah ben, c'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc, je vous dis à très bientôt alors. Super. Merci. Allez, voilà, on Merci. peut couper l'enregistrement. Merci, au revoir. Merci. Salut. Merci, au Au revoir. revoir tout le monde.